Une route tient, la saison des pluies échoue brutalement ici. Pendant que des milliards financent l'asphalte classique, une piste rurale en pneus recyclés bouleverse les calculs d'ingénierie, de coûts et d'autonomie locale. Que change cela pour vous, pour les villages et pour Ibrahim Traoré aujourd'hui? Un test local, un futur continental possible. Le récit ne promet pas un miracle technique, mais une vérification rigoureuse d'une idée simple confrontée au réel. Le bénéfice central est clair. Route praticable, coût réduit, autonomie locale durable. Autour de cette promesse s'organisent des enjeux précis. Prouver la résistance face aux pluies, démontrer des économies crédibles et montrer qu'une solution locale peut rivaliser avec des méthodes dominées par des acteurs extérieurs. Le projet n'est pas jugé sur son audace rhétorique, mais sur sa capacité à tenir quand les conditions se dégradent. Dans ce cadre, l'initiative portée par Ibrahim Traoré devient un test politique autant que technique. Si l'expérience échoue, elle renforcera l'idée que seules les solutions importées sont viables. Si elle tient, elle ouvre une brèche dans un modèle d'infrastructure considéré comme intangible. Le spectateur est ainsi placé devant un contrat implicite. Suivre les faits, accepter les limites et observer comment une décision locale peut déplacer des équilibres économiques, sociaux et symboliques. La question n'est pas d'adhérer, mais de comprendre ce qui doit être prouvé étape par étape pour que la promesse cesse d'être une hypothèse. La première surprise est factuelle. Une section de route en pneus recyclés traverse la saison des pluies sans céder avec une réduction de coût proche de 40%. Ce résultat, observé sur un pilote rural, déplace le débat d'une idée jugée naïve vers une démonstration concrète. À ce stade, l'initiative cesse d'être un pari isolé et devient un signal mesurable, suffisamment solide pour forcer une relecture des méthodes habituelles. Le contexte explique pourquoi ce signal compte. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, les routes sont des pistes fragiles rapidement impraticable dès que les pluies s'installent. Cette rupture saisonnière n'est pas abstraite. Elle allonge les trajets, retarde l'accès aux soins, perturbe l'école et fragilise les marchés locaux. L'infrastructure devient un multiplicateur de vulnérabilité parce qu'elle cède précisément quand elle est la plus nécessaire. C'est dans cette contrainte que s'inscrit le projet, sans promesse spectaculaire, mais avec une exigence simple, tenir quand tout lâche. La mini-révélation ne repose donc pas sur l'originalité du matériau, mais sur l'épreuve qu'il traverse. Des pneus usagés, habituellement considérés comme un déchet, sont collectés, préparés et intégrés à une chaussée conçue pour des usages ruraux. Le récit insiste sur la cohérence de la chaîne. Sans collecte régulière, pas de matériaux. Sans préparation maîtrisée, pas de résistance. Sans pause adaptée, pas de preuve. Chaque étape conditionne la suivante. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un inventeur que comme un catalyseur. Il pousse une logique d'autonomie pragmatique, utiliser des ressources disponibles, réduire la dépendance à des prestataires extérieurs, et accepter que la crédibilité se construise par répétition, non par discours. La route pilote devient ainsi un objet d'observation collective, scruté par les habitants, les sceptiques et les décideurs. La question initiale trouvait ici son premier verrou. Si une solution simple survit à l'épreuve la plus rude, que vaut encore l'argument de l'impossibilité? La suite doit montrer si ce signal peut se transformer en trajectoire. Pour comprendre comment l'idée se traduit au sol, le récit quitte la décision politique et suit un personnage guide, un chef d'équipe local chargé d'organiser la collecte et la préparation des pneus. Son rôle est discret, presque administratif, mais décisif. Il doit convaincre des habitants de participer, installer des points de dépôt, coordonner le nettoyage et synchroniser l'arrivée du matériau avec le chantier. La route commence bien avant la pause, dans une suite de gestes ordinaires
qui conditionne tout le reste. Un premier effet apparaît rapidement. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles décrit la saison des pluies comme une loterie quotidienne. Quand la piste se dégrade, le trajet vers le marché devient incertain et coûteux. La section test change surtout la régularité. Elle ne promet pas des gains spectaculaires, mais elle permet de planifier. Transporter, vendre, rentrer sans perdre une journée entière devient à nouveau possible. La route ne crée pas de richesse nouvelle, elle réduit l'incertitude. Et ce détail pèse lourd dans une économie rurale. Un second effet concerne la santé. Un agent local raconte les retards accumulés quand une piste se fissure ou disparaît sous l'eau. L'intérêt de la nouvelle chaussée n'est pas seulement de tenir, mais de tenir au moment critique. L'accès au centre de soins cesse d'être un pari sur la météo. Cette continuité, modeste en apparence, transforme la relation entre infrastructure et confiance collective. Ces effets précoces ne prouvent pas encore un modèle national. Ils montrent autre chose. Une route qui fonctionne modifie immédiatement les comportements, avant même que les chiffres s'imposent. Une route stable change des vies avant même les chiffres. Tout commence par une activation concrète, presque banale. Le projet quitte le registre de l'intention lorsque la décision est prise de transformer un déchet encombrant en ressource structurante. Des pneus usagés, promis à l'abandon ou à la combustion, deviennent l'objet d'une collecte organisée. Des points de dépôt apparaissent. Des équipes locales sont mobilisées. La logique est simple mais exigeante. Sans flux régulier de pneus, rien ne démarre. Dès cette phase, Ibrahim Traoré insiste sur un principe central. L'infrastructure n'est pas seulement un ouvrage, c'est une chaîne d'action coordonnée. Vient ensuite la montée en tension. Les premiers chantiers pilotes s'ouvrent dans des zones rurales où les routes sont connues pour céder dès les pluies. Les méthodes classiques servent de point de comparaison implicite, coûteuses, dépendantes de prestataires extérieurs et souvent incapables de résister aux conditions climatiques locales. Ici, la différence saute aux yeux. On travaille avec des matériaux disponibles sur place. On implique les habitants. La construction cesse d'être une opération distante pour devenir un acte collectif. Les premiers mètres posés attirent l'attention, non par leur esthétique, mais parce qu'ils rompent avec l'habitude. Le point de bascule arrive avec la météo. La saison des pluies s'installe comme un test brutal, sans période de transition. Là où les pistes traditionnelles se fissurent ou disparaissent sous la boue, la section n'en pneu tient. Ce moment marque le passage de l'hypothèse au résultat observable. Le récit change de ton. Il ne s'agit plus de défendre une idée originale, mais d'expliquer pourquoi elle fonctionne là où d'autres échouent. Cette résistance transforme la perception du risque. L'initiative n'est plus rejetée par principe. Elle devient discutée, mesurée, comparée. Le climax se construit autour des premières données partagées publiquement. Les économies annoncées sur les coûts de construction, proches de 40%, déplacent le débat vers une nouvelle scène. Si une route coûte moins cher à bâtir, l'infrastructure cesse d'absorber l'essentiel des budgets. Des marges apparaissent, ouvrant la possibilité de réaffecter des ressources ailleurs. En parallèle, le récit évoque une baisse notable des coûts d'entretien et un volume élevé de pneus recyclés par kilomètre. Chaque chiffre a la même fonction, rendre l'option difficile à écarter d'un revers de main. Mais cette progression déclenche aussi des secousses. Les entreprises de construction traditionnelles dont les positions sont menacées intensifient les critiques. La durabilité à long terme est mise en doute. La sécurité publique est invoquée. Des experts rappellent l'absence de certifications internationales. Le projet quitte le terrain local pour rentrer dans des arènes plus abstraites, où normes et intérêts pèsent lourd. La réussite initiale ne calme pas les oppositions, elle les rend plus structurées. Face à ces attaques, la réponse d'Ibrahim Traoré reste constante. Accumuler des faits plutôt que des slogans.
Il rappelle que l'usage visé concerne avant tout des axes ruraux, moins soumis à un trafic intensif. Il met en avant la résistance observée face aux pluies et à la chaleur. Il souligne la création d'emplois locaux et la montée en compétences associées. La stratégie est claire. Laisser les résultats parler, répéter l'expérience et transformer une réussite ponctuelle en série crédible. La séquence se referme sur une tension ouverte. Une route qui tient une saison n'est pas encore un modèle national. Mais une chaîne d'événements cohérente, de la collecte au test climatique, suffit à déplacer les lignes. Avant, l'idée semblait marginale. Après, elle devient impossible à ignorer. Au point de départ, construire une route rurale mobilise des budgets élevés et une maintenance coûteuse. Après le pilote en pneus recyclés, l'écart mesuré devient central dans l'évaluation. Le premier indicateur avancé est une réduction d'environ 40% des coûts de construction par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette baisse signifie plus de kilomètres possibles à budget public constant. Ce chiffre ne sert pas seulement à convaincre des décideurs, il redéfinit l'arbitrage entre étendue du réseau et capacité financière d'un État confronté à des ressources limitées. Un second indicateur concerne l'entretien, souvent invisible mais décisif dans la durée. Le récit évoque une diminution proche de 30% des coûts de maintenance sur les sections testées. Moins d'intervention signifie une continuité d'usage durant les périodes critiques. Dans un contexte rural, cette différence pèse lourd. Une route qui demande moins de réparation n'est pas seulement moins chère, elle est plus fiable quand les pluies isolent des villages entiers. La valeur de cet indicateur réside autant dans la prévisibilité qu'il introduit que dans l'économie directe réalisée. Le troisième chiffre marque l'impact environnemental et logistique du modèle. Environ 10 000 pneus usagés sont recyclés par kilomètre de route construite. Chaque kilomètre transforme un déchet encombrant en ressource structurante. Cette donnée relie infrastructure et gestion des déchets, deux problèmes souvent traités séparément. Ici, la résolution partielle de l'un alimente la solution de l'autre. Le recyclage cesse d'être un coût marginal pour devenir un intrant central du projet. Ces trois mesures forment un triangle de crédibilité. Elles ne promettent pas une solution universelle, mais elles établissent un différentiel mesurable par rapport à l'existant. La réduction des coûts de construction élargit l'accès à l'infrastructure. La baisse de la maintenance améliore la continuité des services. Le volume de pneus recyclés ancre le projet dans une logique d'économie circulaire. Ensemble, elles expliquent pourquoi l'initiative ne peut plus être évaluée uniquement sur son caractère atypique. Le cadre reste toutefois strict. Les données proviennent de sections pilotes et d'observations limitées dans le temps. Elles ne prétendent pas couvrir tous les usages, ni supporter un trafic intensif comparable à des axes nationaux majeurs. Cette prudence est centrale dans la manière dont Ibrahim Traoré présente les résultats. Il évite la généralisation hâtive et insiste sur l'adéquation entre l'outil et le besoin. Les routes visées sont rurales, essentielles pour l'accès quotidien, mais moins sollicitées par des flux lourds et constants. L'intérêt de ces chiffres tient aussi à leur lisibilité pour les communautés locales. Un coût réduit signifie plus de chantiers possibles. Un entretien allégé signifie moins d'interruptions. Un recyclage massif signifie une utilité tangible d'un déchet jusque-là nuisible. Les données cessent d'être abstraites lorsqu'elles sont reliées à des décisions concrètes sur le terrain. La question ouverte par ces preuves est désormais claire. Si ces écarts se confirment dans la répétition, ils peuvent justifier un changement de méthode à plus grande échelle. Si l'un des indicateurs se dégrade, l'ensemble du récit perd en cohérence. Les chiffres colo ne concluent pas le débat, ils en déplacent le centre de gravité, de l'opinion vers la vérification. Pour juger l'initiative avec équité,
Il faut d'abord présenter l'argumentaire de ses partisans dans sa forme la plus solide. Le premier argument en faveur du projet est économique. Réduire fortement les coûts de construction et d'entretien libère des marges budgétaires dans un pays où chaque investissement public est contraint. Cette efficacité permettrait d'étendre le réseau routier rural sans augmenter la dépendance à des financements extérieurs. Le second argument est social. En impliquant directement les communautés dans la collecte et la mise en œuvre, le projet crée des emplois locaux, diffuse des compétences et transforme les habitants en acteurs plutôt qu'en bénéficiaires passifs. L'infrastructure devient un levier d'autonomie concrète. Face à cela, les critiques avancent des objections structurées. La première concerne la durabilité à long terme. Les sections testées ont résisté à une saison des pluies, mais qu'en sera-t-il après plusieurs années d'usage sous des variations climatiques répétées? Les sceptiques rappellent que l'infrastructure se juge sur le temps long et non sur un succès initial. La seconde critique touche à la sécurité et aux normes. Les routes en pneus recyclés ne bénéficient pas encore de certification internationale reconnue. Sans cadre normatif clair, leur généralisation pourrait exposer l'État à des risques juridiques et techniques, notamment si des usages imprévus apparaissent. Ces objections ne sont pas marginales. Elles expriment une prudence institutionnelle classique, renforcée par le fait que les méthodes traditionnelles, bien que coûteuses, sont largement standardisées et assurables. Ignorer ces critiques affaiblirait le projet plus sûrement que d'y répondre. La réponse proposée par Ibrahim Traoré ne cherche pas à nier ses limites. Elle s'appuie sur un cadrage précis. D'abord, l'usage visé est clairement défini: des axes ruraux à trafic modéré, essentiels pour l'accès quotidien mais distincts des grandes artères nationales. Ensuite, la stratégie repose sur la répétition contrôlée. Chaque nouvelle section doit confirmer, corriger ou invalider les résultats d'un précédent. La preuve ne se joue pas en un coup, mais par accumulation. Enfin, le projet assume une logique progressive vis-à-vis des normes. Plutôt que d'attendre une validation externe préalable, il cherche à produire les données nécessaires à une future reconnaissance. Cette démarche inverse l'ordre habituel. Les faits procèdent dans les standards. Elle n'élimine pas le risque, mais elle le rend mesurable. Le débat se stabilise alors sur un point précis. La question n'est plus de savoir si l'idée est séduisante ou inquiétante, mais si elle peut supporter l'épreuve de la répétition sans perdre sa cohérence. Le débat change d'échelle. Jusqu'ici, la discussion portait sur un chantier précis et ses effets immédiats. À mi-parcours, un déplacement s'opère. L'initiative n'est plus seulement évaluée comme une solution technique locale, mais comme un cas test pour la manière dont un pays définit ses priorités et ses marges de décision. La route cesse d'être un objet isolé. Elle devient un révélateur de choix structurels. Ce basculement apparaît lorsque les résultats initiaux attirent une attention extérieure plus soutenue. Les chiffres ne circulent plus uniquement entre villages et administrations locales. Ils entrent dans des débats plus larges où normes, standards et comparaisons internationales pèsent lourd. La question implicite n'est plus: est-ce que cela fonctionne ici, mais est-ce que cela a le droit d'exister ailleurs? Cette reformulation change la nature de l'enjeu. Dans ce nouveau cadre, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'une tension différente. Il ne défend plus seulement un projet, mais une méthode de décision. Accepter des pilotes imparfaits, observer, corriger, puis décider. Cette approche contraste avec des modèles où la conformité précède l'expérimentation. Le projet devient alors un point de friction entre deux logiques, celle de l'adaptation locale et celle de la standardisation préalable. Ce moment médian clarifie ce qui est réellement en jeu.
Il ne s'agit pas de remplacer toutes les routes ni de rejeter les normes existantes. Il s'agit de savoir si une solution née d'une contrainte locale peut légitimement entrer dans la conversation globale sur le développement et l'infrastructure. Les effets de l'initiative se lisent différemment selon les groupes concernés, et c'est dans cette diversité que sa portée réelle apparaît. Pour les nations africaines confrontées à des contraintes vraiment similaires, l'expérience ouvre une alternative crédible. Elle suggère qu'il est possible de concevoir des infrastructures adaptées aux réalités locales sans reproduire mécaniquement des modèles importés. La réduction des coûts et l'usage de ressources disponibles sur place dessinent une voie où l'autonomie n'est pas un slogan, mais une conséquence pratique de choix techniques. Le signal envoyé est clair. L'innovation peut émerger de la contrainte, pas seulement de l'abondance. Au niveau du développement national du Burkina Faso, l'impact est à la fois économique et symbolique. Économique parce que des routes moins coûteuses à construire et à entretenir permettent d'envisager une couverture plus large du territoire rural. Chaque section praticable pendant la saison des pluies réduit l'isolement de villages entiers. Symbolique parce que la participation locale transforme la relation des citoyens à l'infrastructure. Les habitants ne voient plus la route comme un projet imposé, mais comme un résultat collectif. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne moins un décideur distant qu'un facilitateur d'une dynamique déjà ancrée sur le terrain. Pour les pays développés et les acteurs internationaux, la conséquence est plus indirecte mais non négligeable. Le projet remet en question une hiérarchie implicite de l'innovation, où les solutions circulent majoritairement du nord vers le sud. Ici, une méthode née d'un contexte contraint propose une réponse à des enjeux globaux, comme la gestion des déchets et la durabilité des infrastructures. Même si elle n'est pas transposable telle qu'elle, elle oblige à reconsidérer certaines certitudes sur les coûts, les matériaux et les processus de validation. L'expérience burkinabé devient un cas d'étude plutôt qu'une curiosité. Enfin, pour les observateurs et visiteurs attentifs, l'effet principal est narratif et politique. Le projet modifie la manière dont l'Afrique est perçue dans les débats sur le développement. Il ne s'agit plus uniquement d'un continent demandeur d'aide, mais d'un espace d'expérimentation capable de produire des solutions originales. Cette perception n'est pas anodine. Elle influence la crédibilité des propositions futures, les partenariats envisagés et la place accordée aux acteurs locaux dans les négociations internationales. Ces conséquences ne sont pas figées. Elles dépendent d'une condition centrale, la continuité. Une route qui tient une saison change déjà des comportements. Un réseau qui se répète change des structures. La différence entre les deux est décisive. C'est pourquoi les résultats observés ne ferment pas le débat, mais l'élargissent. Ils montrent ce qui devient possible si les preuves s'accumulent et ce qui s'effondrerait si elles cessaient de se confirmer. Le véritable effet de l'initiative se situe donc à l'intersection de ces niveaux. Elle agit sur le quotidien des villages, sur la stratégie nationale, sur les cadres de pensée internationaux et sur le regard extérieur. À ce point du récit, une chose est acquise. La question n'est plus de savoir si l'expérience est anecdotique, mais jusqu'où ses conséquences peuvent s'étendre. À horizon de 6 à 12 mois, l'initiative peut suivre 3 trajectoires distinctes sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. Le scénario de base repose sur une consolidation méthodique. Les sections pilotes sont maintenues, évaluées après chaque saison des pluies, puis étendues par grappes dans les zones rurales où l'enjeu principal reste la praticabilité. L'État organise la collecte des pneus, formalise des routines d'entretien et stabilise des équipes locales. Le projet progresse lentement mais régulièrement. La discussion publique se déplace alors vers des critères de qualité, des calendriers de maintenance et une gouvernance opérationnelle.
Dans ce cadre, la crédibilité ne vient pas d'une annonce mais de la répétition sans incident majeur. Le scénario optimiste suppose une accélération portée par l'adhésion locale et l'attention extérieure. Les, leurs résultats initiaux suscitent un élargissement rapide du réseau de collecte et de transformation. Les formations s'intensifient, l'emploi rural se renforce et les économies réalisées sur les chantiers ouvrent des marges de réinvestissement dans d'autres services essentiels. L'initiative est progressivement reconnue comme un modèle de développement durable adapté au contexte contraint. Des pays confrontés à des problèmes similaires observent, échangent et envisagent des adaptations. Dans cette trajectoire, le projet dépasse le statut de solution nationale pour devenir une référence régionale, sans perdre son ancrage local. Le scénario pessimiste se construit à partir de frictions cumulées. Les critiques sur la durabilité et la sécurité prennent le dessus, tandis que des difficultés logistiques apparaissent. La collecte des pneus devient irrégulière, la coordination des équipes se fragilise, ou une défaillance visible survient sur une section exposée. La confiance s'érode rapidement. Le projet se fige à l'échelle de quelques zones pilotes et peine à convaincre au-delà. Une seule rupture suffit alors à réactiver l'argument selon lequel les solutions alternatives ne sont pas fiables à long terme. Quel que soit le scénario, une recommandation de méthode s'impose. L'initiative doit être jugée sur une chaîne complète et non sur un symbole isolé. Si la collecte, la transformation, la pose et l'entretien restent cohérents, la promesse tient. Si un seul maillon se rompt, l'ensemble du récit perd sa solidité. Cette grille de lecture évite les jugements hâtifs, positifs ou négatifs. Pour le spectateur, ces scénarios ne demandent pas de choisir un camp, mais d'observer les conditions de passage de l'un à l'autre. Ce sont moins les intentions que les mécanismes concrets qui détermineront la trajectoire réelle. À ce stade, l'enjeu quitte les tableaux comparatifs et revient vers des gestes ordinaires, ceux que chacun reconnaît. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première transformation est le temps. Moins d'heures perdues à attendre que la boue sèche, moins de trajets annulés au dernier moment. La journée cesse d'être organisée autour d'une incertitude permanente. Cette continuité discrète modifie la manière de planifier une vie quotidienne. Le second changement touche à l'accès. Une consultation médicale n'est plus conditionnée par l'état de la piste. Un élève peut rejoindre l'école sans dépendre d'une météo capricieuse. Un producteur peut transporter sa marchandise quand elle est prête et non quand la route le permet. Rien de spectaculaire, mais une accumulation d'ajustements qui réduit la fatigue sociale. L'infrastructure ne crée pas de nouveaux besoins, elle rend possible ce qui existait déjà. Un troisième effet, moins visible, concerne la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte des matériaux et comprennent comment la route est construite, le rapport au projet change. La chaussée n'est plus perçue comme un objet lointain décidé ailleurs. Elle devient un résultat compréhensible, donc appropriable. Cette implication transforme la manière dont une communauté parle de développement. On ne demande plus seulement quand cela arrive, mais comment cela tient. Pour le spectateur extérieur, cette dimension est essentielle. Elle rappelle que l'impact d'une politique ne se mesure pas uniquement en kilomètres ou en budget, mais en régularité d'usage. Une route qui fonctionne la plupart du temps vaut souvent plus qu'une route parfaite mais intermittente. Cette hiérarchie des priorités est rarement formulée, mais elle structure les choix réels des populations concernées. Deux pistes simples émergent de cette lecture. D'abord, regardez comment un déchet peut devenir une ressource quand une chaîne cohérente existe. Ensuite, distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une preuve isolée impressionne. Une méthode répétable transforme. La question laissée au spectateur est alors directe. Qu'est-ce qui
dans ce récit relève de l'image et qu'est-ce qui relève d'un changement tangible et reproductible? Pour que l'initiative franchisse le seuil entre expérimentation et méthode durable, une feuille de route précise s'impose. La première étape concerne l'organisation de la collecte. Les autorités locales identifient des zones de dépôt permanentes, planifient des tournées régulières et fixent des volumes d'actes cibles. Qui fait quoi? Municipalité et s'équipe communautaire. Quand? En continu, avec bilan trimestriel. Comment mesurer? Stabilité des flux et délai d'approvisionnement sans rupture. La deuxième étape porte sur la transformation et la formation. Des ateliers régionaux standardisent les procédures de nettoyage, de préparation et d'intégration des pneus. Qui? Formateurs techniques et chefs d'équipe locaux. Quand? Cycle court et répété. Mesure. Taux de conformité des sections posées et baisse des reprises correctives. Cette phase consolide la qualité sans complexifier excessivement le processus. La troisième étape vise la pose et l'usage ciblé. Les chantiers se concentrent sur des axes ruraux à trafic modéré, là où la valeur sociale est maximale. Qui? Équipe mixte locale sous supervision technique. Quand? Programmation alignée sur les saisons. Mesure, praticabilité pendant les pluies et continuité d'accès aux services. La clarté du périmètre évite les surpromesses. La quatrième étape installe la maintenance et le retour d'expérience. Des inspections simples, programmées, détectent les faiblesses avant qu'elles ne deviennent critiques. Qui? Équipe locale formée. Quand? Après chaque saison des pluies. Mesure, fréquence des interventions et temps d'indisponibilité. Les ajustements s'appuient sur des faits, non des impressions. Enfin, la cinquième étape concerne la gouvernance et l'ouverture. Les résultats sont publiés de manière lisible, comparable d'une zone à l'autre. Qui? Administration centrale et partenaires techniques. Quand? Rapports semestriels. Mesures, cohérence des indicateurs et décisions prises en conséquence. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ancre la méthode sur une exigence simple, décidée après avoir vu, corrigé et répété. Cette feuille de route ne promet pas l'absence d'échecs. Elle propose un chemin pour les rendre utiles. La condition de réussite tient à la discipline d'exécution, pas à l'intensité du discours. Le récit revient au point de départ, là où tout prenait une forme concrète. Sur le chantier rural, le chef d'équipe aperçu plus tôt observe la route après les pluies. Rien de spectaculaire, pas de ruban inaugural. Juste une surface praticable, encore marquée par les passages, mais continue. Ce retour au terrain rappelle que l'enjeu n'a jamais été l'effet d'annonce, mais la tenue dans le temps. Cette image éclaire rétrospectivement le choix initial. Transformer des pneus usagés en infrastructure n'était pas seulement une solution technique, c'était une manière de déplacer la responsabilité vers ceux qui vivent avec le résultat. Quand la route tient, elle n'est pas défendue par un discours, mais par l'expérience quotidienne de ceux qui l'empruntent. Cette appropriation silencieuse donne au projet sa densité humaine. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui accepte le risque de la preuve. Il ne promet pas une rupture totale, il exige une cohérence répétée. Le pouvoir du projet tient précisément à cette retenue. Il avance sans mythologie, porté par des faits observables et par des acteurs ordinaires. Une phrase résume cette bascule: la route prouve avant de convaincre. Ce rappel émotionnel n'idéalise pas l'avenir. Il fixe un seuil. Tant que la méthode reste lisible, corrigeable et partagée, elle conserve sa légitimité. Si elle se fige ou se coupe du terrain, elle perd ce qui la rend crédible. La conclusion ne ferme donc pas le récit, elle le rend plus exigeant, en rappelant que la confiance n'est rarement d'un succès unique, mais d'une continuité assumée.
Cette histoire dépasse largement la technique employée ou le matériau choisi. Elle interroge la manière dont une société décide d'expérimenter, d'apprendre et d'assumer ses propres trajectoires. En observant cette initiative, le spectateur est invité à déplacer son regard, moins vers le spectaculaire, davantage vers ce qui tient, se répète et s'améliore. La route en pneus recyclés n'est pas présentée comme une solution universelle, mais comme un cas qui oblige à poser de meilleures questions. Le débat le plus fécond n'est donc pas de savoir si Ibrahim Traoré a raison ou tort, mais ce que son approche révèle sur les marges de choix d'un pays confronté à des contraintes fortes. Où placer le curseur entre normes établies et adaptation locale? À quel moment une preuve devient-elle suffisante pour changer de méthode? Et comment éviter que l'innovation ne soit jugée uniquement à travers des cadres conçus ailleurs? Cette réflexion concerne bien au-delà du Burkina Faso. Elle touche à la capacité collective de reconnaître des solutions nées du terrain, même lorsqu'elles bousculent les habitudes. Le récit reste volontairement ouvert, car c'est dans l'échange et l'observation continue que se construit un jugement solide. Alors, selon vous, qu'est-ce qui mérite d'être regardé en premier? La conformité immédiate ou la preuve progressive par l'usage?